Alors, Madame Lagarde, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci de nous accorder cette interview pour Outre-mer 360. Alors pour les ultramarins qui ne vous connaissent pas, vous êtes la maire de Nouméa. Oui. Et je voudrais commencer cette interview avec vous en parlant d'un sujet primordial qui retient l'attention de toute la Nouvelle-Calédonie et de l'État aussi, celui du référendum. Alors, est-ce que la ville de Nouméa est prête? Oui, elle est prête, comme elle a toujours été prête en tant que capitale pour toutes les échéances électorales. Donc cette élection, elle est un petit peu particulière puisqu'elle va engager les uns et les autres sur un avenir institutionnel. Et donc on a fait le nécessaire pour que tout se passe bien. On a fait le nécessaire avec l'État d'abord, qui nous a demandé un certain nombre de choses, en particulier de pouvoir mettre en place des bureaux décentralisés pour les Iliens qui ont eu le choix cette année de pouvoir, pour ce référendum, de pouvoir voter à Nouméa et ne pas donner de procuration ou alors de retourner, de prendre l'avion, ce qui n'est pas toujours évident, pour aller voter dans l'île qui est la leur, que ce soit Maré, Lufou, Véa ou l'île des Pins, voire tout à fait dans le nord là-haut aussi à Bélep, parce qu'on a beaucoup d'Iliens qui habitent sur la commune. Et donc on a mis en place dans une salle de sport qui est à la jonction entre les quartiers sud et les quartiers nord pour faciliter l'accès de tout le monde. Et donc ces bureaux sont organisés là, à la deuxième vallée du Tir. Donc je ne peux pas vous dire au moment où je vous parle le nombre de bureaux de vote qu'il y aura dans cette salle, puisque ça dépend du Haut-Saria et ça dépendait aussi du nombre d'Iliens qui ont fait la démarche pour s'inscrire et pour voter à Nouméa. Donc environ un petit peu plus de 3000 personnes ont fait la démarche. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous attendez à une forte mobilisation des habitants de Nouméa sur cette question? Je suppose que oui. Oui, mais cette question, elle est tellement importante parce qu'elle nous engage, elle va nous engager pour l'avenir, et que faire abstraction ce jour-là d'aller voter, ce serait quand même un véritable problème. Donc je pense que la mobilisation, elle sera très forte, vu les enjeux que représente cette consultation. D'accord, alors une question maintenant qui est un peu plus d'actualité, un sujet très sensible en Nouvelle-Calédonie, celui de la délinquance et de l'insécurité. Oui. Alors entre 2016 et 2017, il y a une hausse de 27% des actes de délinquance. Des chiffres un peu plus encourageants en 2018, mais le problème reste quand même prégnant. Est-ce que vous avez des inquiétudes là, alors que le référendum approche, et aussi au lendemain du référendum? Alors des inquiétudes en tant que maire, mais aussi en tant que citoyenne. Parce que cette délinquance, elle touche des jeunes qui sont de plus en plus jeunes. On a, alors quelles sont les causes de cette délinquance? D'abord, il y a une déscolarisation, et puis il y a une démotivation des parents. Parce que, vous savez, tout repose sur le fait que les parents, quand on fait des enfants, on en a cette responsabilité, et donc on doit assumer cette parentalité. Et c'est pas toujours au rendez-vous. Alors il peut y avoir multi-causes, multifacteurs. Et j'espère que tout se passera bien. Il faut faire beaucoup de prévention, c'est ce que nous faisons. On n'est pas très aidé par les autres collectivités, je dois le dire, parce que moi, quand je suis arrivée en 2014, on avait, la commune possédait 9 éducateurs de rue. On a quand même changé de braquet et on a augmenté considérablement, puisqu'on a créé pas moins de 5 à 6 postes. On est aujourd'hui à 14 éducateurs de rue, mais ça ne suffit pas. Les compétences se chevauchent en la matière, et la commune ne peut pas être responsable de tout ça. Donc il faut, pour réussir et essayer de juguler cette délinquance, et qu'il faut s'occuper des jeunes, beaucoup plus qu'on ne le fait sans doute aujourd'hui. Au-delà de la parentalité dont je parlais il y a quelques instants, mais il faudrait avoir l'aide aussi d'autres collectivités qui ont la responsabilité aussi de la jeunesse, et qui récemment, face à ce phénomène, ont développé des plans pour la jeunesse. Sauf qu'on n'est pas aidé, ni du gouvernement, pas beaucoup non plus de la province sud. Or c'est bien la conjoncture des efforts. Avoir plus d'éducateurs de rue, c'est certes une réponse, oui, positive,
Et encore faut-il qu'on soit aidé parce que Nouméa, comme toutes les autres communes du territoire d'ailleurs, eh bien, ont de moins en moins de ressources, donc on ne peut pas tout faire. Voilà. D'accord, alors vous avez parlé de l'aide des collectivités qui n'est pas suffisante, mais est-ce que l'aide de l'État, est-ce que le soutien de l'État est au rendez-vous? Alors le soutien de l'État, il est sur une compétence qui est celle de l'ordre public, c'est-à-dire la police nationale. Nous, à Nouméa, on a une police municipale, 170 effectifs, donc on est quand même très présent sur le terrain. Et j'espère que, eh bien, on arrivera à régler un certain nombre de soucis, en particulier sur des zones très spécifiques où va s'installer, grâce à l'État, la PSQ, qui est dans un esprit de reconquête républicaine et qui a choisi des endroits quelque peu caractéristiques de la délinquance, que sont certains quartiers nord. Mais il faut aller au-delà de ça, c'est ce que j'ai dit au commissaire. Il faudrait s'occuper d'un autre quartier qui pose problème aujourd'hui, qui est relativement chaud, qui s'appelle Rivière-Salée, mais qui est en dehors de cette police, en dehors de ce PSQ. Donc voilà, il y a des effectifs nouveaux qui sont arrivés, les Calédoniens en particulier, qui étaient gardiens de la paix en métropole, qui sont venus gonfler les effectifs de la police à Nouméa. Et j'espère qu'on va arriver à combattre ce qui représente aujourd'hui un véritable fléau et beaucoup d'inquiétude chez les Calédoniens. C'est quand même invraisemblable qu'on en arrive à avoir autant de cambriolages, autant de faits délictueux, de vols, mais vous savez, la base de tout ça, ça reste aussi l'alcool et le cannabis, qui sont deux fléaux qui déculpent les facultés des uns et des autres. Voilà, les jeunes sont désinhibés quand ils ont consommé de l'alcool, si en plus ils ont consommé du cannabis, et puis alors si en plus encore ils consomment du cava. Donc les trois, vous voyez que c'est quand même pas terrible. Donc on est dans une situation compliquée où ce problème d'alcool est le fléau numéro 1 et qui engendre tout ça. Je voudrais revenir sur la police de sécurité du quotidien. Oui. Je crois qu'il y a une quinzaine d'agents qui ont été déployés déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Alors il y en a 23 qui sont au total prévus. Il me semble que le plus grand nombre est déjà arrivé. Et des Calédoniens qui ont fait la banlieue de Paris et qui sont très aguerris sur des formes de délinquance et qui seront, à mon sens, très efficaces, qui étaient efficaces en métropole et qui le seront davantage à Nouméa. Mais vous savez, cette délinquance, elle ne touche pas que Nouméa aujourd'hui. Elle touche l'ensemble du territoire. En province nord, elle est aussi là, bien présente. Et pratiquement toutes les communes de Nouvelle-Calédonie sont touchées par ce fléau, avec des gamins qui, quelquefois, on retrouve dans la rue le soir, qui ont entre 10 ans et 13 ans. Et ça, c'est quand même pas normal. Quand vous avez un gamin de 10 ans, comment il se retrouve dans la rue le soir? Alors ses parents, ils sont absents. Vous échangez avec vos collègues des autres communes. Oui. Est-ce qu'eux, ils ont des solutions aussi de leur côté ou... Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. Pour ceux qui ont des polices, les polices municipales, elles sont présentes sur le terrain, mais c'est quand même Nouméa qui est le réceptacle et qui a quand même le plus fort taux de délinquance. Parce que, vous savez, les week-ends, on a des gamins qui arrivent de toutes parts et qui convergent vers un même point qui est la commune, parce qu'il y a les restaurants, parce qu'il y a les bars, parce qu'il y a la lumière, qui n'existe pas dans d'autres communes. Donc ça, c'est un phénomène qui n'appartient pas qu'à la Nouvelle-Calédonie ou qu'à Nouméa. Dans le monde entier, c'est comme ça. On a toujours l'attrait des lumières. Donc oui, on en parle bien sûr, et notre intérêt tous, c'est quand même de travailler au sein de cette agglomération, de partager les idées. Et puis, s'il y a des choses qui ont été expérimentées dans d'autres communes, c'est bien aussi de les partager et essayer de se serrer les coudes par rapport à ça. D'accord, alors je voudrais vous parler maintenant d'un autre sujet d'actualité, celui des intoxications alimentaires dans les cantines scolaires. Alors, Madame la maire, que se passe-t-il dans les cantines scolaires de Nouméa et de sa périphérie? Alors c'est une véritable énigme.
difficile à résoudre depuis le début de l'année. C'est pas moins d'une douzaine d'intoxications, de pseudo-intoxications alimentaires qui certes ont des répercussions chez les gamins, des vomissements, des maux de tête, etc., qui arrivent souvent après le déjeuner. Donc à chaque fois, nous, on a saisi la mairie de Nouméa, nos propres services, pour faire des analyses, mais on n'est pas compétent véritablement en la matière, parce que quand on a un fournisseur, un prestataire, nous, on peut faire des analyses au sein des cuisines, parce que ces analyses, elles sont contractualisées avec le prestataire, mais concernant la nourriture, ces pseudo-intoxications, ou en tout cas les analyses qui pourraient nous révéler que ce sont de véritables intoxications, ça appartient au CIVAP, c'est-à-dire à la Nouvelle-Calédonie, de faire le nécessaire. Donc bien sûr que les choses ont été faites, mais ça reste une énigme. On a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui, parce que entre toutes les communes de l'agglo, vous avez en moyenne 16 000 repas qui sont servis par jour. Donc, quand on a eu une douzaine de pseudo-intoxications, parce qu'on doit bien parler de pseudo-intoxication, il faut être prudent, ça n'a touché que quelques dizaines d'enfants. Donc, il y a quelque chose qui est assez incompréhensible. Alors, il s'agit d'un bacille, qu'est-ce que c'est, d'une bactérie quelconque. Les analyses qui ont été produites par la Nouvelle-Calédonie, par les services de la Nouvelle-Calédonie, n'ont jusqu'à présent absolument rien révélé. Donc là, on s'achemine ce week-end vers une désinfection totale de la cuisine de Nurest, pour savoir si ce ne sont pas des bactéries qui peuvent être logées dans les bacs ou quelque part dans les cuisines de Nurest. Et donc, ensuite, on a prévu, donc nous, on a arrêté. Sur le principe de précaution, on a suspendu. Alors ça pose des problèmes, bien évidemment. Suspendre la cantine, ça pose des problèmes aux parents qui sont obligés de venir récupérer les enfants, de leur donner à manger. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais on a été obligé d'en passer par là. Des moyens d'emploi, ça a quand même déclenché aujourd'hui quelque chose qui est un phénomène qui mobilise tout le monde, autant la presse que les parents, et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution d'ici le 4 octobre. La désinfection va être faite, et puis on sera peut-être à même de pouvoir reprendre les services de cantine. Voilà, moi je me mets à la place des parents, c'est pas toujours évident, mais on n'avait pas d'autres solutions. Est-ce que vous envisagez encore de travailler si jamais effectivement il s'agit d'une erreur du prestataire? Est-ce que vous envisagerez encore de travailler avec Alors aujourd'hui, il ne semble pas, ça n'est pas avéré que ce soit le prestataire, en tout cas les ingrédients, la nourriture servie par le prestataire, les analyses ont prouvé qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien. Donc il faut chercher un peu plus loin, c'est la raison pour laquelle au cours de cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière, qui a été tenue au gouvernement, la province sud, avec mon premier adjoint, eh bien, ça a été justement de se dire, s'il y a des bactéries quelque part, c'est peut-être dans les contenants, c'est pas forcément dans les contenus. Et donc, moi, je ne tire pas de plan sur la comète, parce qu'on est une île, il faut servir 16 000 repas par jour, pas moins de presque 10 000 sur la commune de Nouméa. Où sont les autres prestataires qui pourraient éventuellement servir autant de repas? Donc aujourd'hui, vous avez des tas de solutions qui émanent des parents qui se sont mis en association. Les lunchbox, d'accord, mais ça pose aussi un problème, les lunchbox, parce que le sandwich que vous avez mis dans la lunchbox pour votre enfant le midi, le jambon, est-ce qu'il va tenir la route, il sera toujours aussi frais? Et puis enfin, sur les 10 000 enfants qui sont servis chaque jour sur Nouméa, on a quand même 2 000 boursiers. Donc là, ça pose un problème. Est-ce que ces enfants pourront être nourris convenablement? Donc vous voyez que tout n'est pas simple, il y a des tas de solutions qui surgissent, mais il faut les examiner parce que la réalité, elle est tout autre. D'accord, vous travaillez beaucoup avec les associations de parents d'élèves? Il y a une association, les associations de parents d'élèves ont été entendues, elles ont déjeuné de manière régulière à la cantine ces derniers temps avec des adjoints. Personne n'a été malade, toutes les fois où ils sont venus. Et puis,
Mais c'est un problème, c'est un vrai souci, parce que on n'a pas le droit de servir des enfants et avec des risques d'intoxication. Je veux dire que ça n'est pas acceptable. Voilà. D'accord. Alors, Donc j'espère que tout ira bien dorénavant. Voilà. Mais il faut aussi être extrêmement prudent dans les solutions qui émergent d'associations, parce qu'elles ne sont pas toujours tenables et elles sont pas toujours. Elles peuvent être quelquefois un petit peu en dehors de la réalité, mais je crois que la multiplication des réunions avec la mairie de Nouméa et avec d'autres communes aussi font pointer en fait un certain nombre de problèmes qui pourraient surgir de ces solutions, et donc il faudra travailler avec tout le monde pour trouver la bonne. d'accord. Ouais. D'accord. Alors, un autre sujet maintenant, et une autre échéance électorale qui arrivera après celle du référendum, ce sont les provinciales de 2019. Est-ce que vous, Là, je vous vois venir. est-ce que vous êtes déjà positionné? Est-ce que vous pensez à vous positionner à cette élection? Alors, moi je suis dans l'action à la mairie de Nouméa. Je ne suis pas du tout dans des projections, en tout cas pas pour l'instant. Et croyez-moi, j'ai bien assez à faire dans ma commune. D'abord, j'ai à relever un défi, c'est ce que je fais chaque jour, en travaillant beaucoup, pour faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des Nouméens, et puis surtout ne pas décevoir tous ceux qui m'ont fait confiance. Donc vous voyez que le travail est immense à la mairie de Nouméa. C'est une grande ville, c'est 100 000 habitants. Et pour l'instant, je ne pense absolument pas aux élections provinciales. Voilà, je crois que j'ai assez à faire sans avoir à me jeter dans des batailles que je n'envisage pas pour l'instant. D'accord. Oui, vous avez été très discrète depuis l'élection présidentielle et législative. Est-ce que ça vous a permis de prendre du recul et de mieux vous investir sur votre rôle de maire sans trop rentrer dans ce que vous appelez des batailles Oui, parce que souvent, vous savez, sont des batailles d'ego ici. Hein. C'est des batailles politiques, des batailles qui ressemblent plus à de la politique politicienne quelquefois. Et moi, je suis pas là-dedans. Je suis quelqu'un qui est positive et qui n'a qu'un seul objectif, c'est celui de réussir. Il reste 1 an et demi, de réussir au mieux le mandat qui m'a été confié. Et quelquefois, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, je déplore certaines situations qui n'ont aucune raison d'être. Mais la politique est ainsi faite, mais je vois que la sagesse n'est pas toujours au rendez-vous pour se serrer les coudes, pour avancer, permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'ouvrir sur le monde et de prendre les bonnes mesures. Et je vois qu'on est toujours dans des batailles stériles, on est un peu souvent dans la cour de récréation et moi j'ai pas de temps pour ça. D'accord. Alors, j'entends bien votre rôle de maire vous passionne. Oui. Est-ce que 2020... Oui, c'est le plus beau des mandats, je dois vous le dire. Oui. Oui, parce que j'ai quand même essayé dans ma carrière politique depuis un certain nombre d'années. J'ai été une élue à la province sud, j'ai été députée. Tout ça me semble bien abstrait. Alors que le rôle du maire, moi je me considère, sans avoir les chevilles qui enflent, comme un maire bâtisseur. Et donc je m'y consacre pleinement. Voilà, je crois qu'il y a de la noblesse dans le métier de maire, qui est un rôle qui est très exposé, parce que quand la poubelle déborde et que le caniveau aussi, c'est souvent la faute du maire. Mais à part ça, quand on réalise des choses et qu'on améliore la qualité de vie des gens par les infrastructures, on voit tout de suite le résultat, c'est concret. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez des lois, vous ne voyez pas le résultat. C'est un peu la même chose quand vous êtes au Congrès, vous votez aussi des lois, des délibérations dont vous ne voyez pas beaucoup les issues. Et donc, c'est le plus beau des mandats. D'accord, et est-ce que... Enfin, 2020 est très loin encore. Il peut se passer beaucoup de choses. Ça passe très vite. Hein. Ça passe très vite, mais en même temps, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que vous envisagez, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, un 3e mandat? Alors, si j'envisageais quelque chose, ce ne serait qu'un 2e mandat. D'accord.
et non pas un troisième. Vous savez, quand on se présente aux élections, on a un programme. Et les électeurs, ils se disent quoi? Tiens, on va lui faire confiance parce que c'est une battante, parce qu'elle a la niaque, et puis que son programme nous plaît. Et puis une fois que vous avez les mains dans le cambouis tous les jours, eh ben, il y a des tas de choses qui arrivent et vous dites « Ah mais j'ai pas pensé à ça, alors il faudra le faire ». Alors peut-être qu'il faut un deuxième mandat pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses dont je n'avais pas eu l'occasion, ou en tout cas je n'avais pas pensé à les mettre sur un programme. Voilà, les choses arrivent au fur et à mesure. Donc pour l'instant c'est le temps de l'action et de terminer avec quand même la réalisation au minimum je le dis aujourd'hui, 95% de ce qui était dans notre programme, ce qui est plutôt pas mal. J'ai l'impression quand même que les Nouméens sont assez contents du travail réalisé, donc je m'octroie encore un petit peu de tôt pour réfléchir à un deuxième mandat. D'accord. Pour l'instant, je suis dans l'action. Alors une dernière question à ce sujet, selon vous, qu'est-ce qui vous reste à faire pour votre ville? Alors il y a des tas de choses. Il y a de poursuivre l'aménagement du parc des 5 îles, il faut relier l'îlot artificiel, il faut faire une passerelle pour aller jusqu'à Webo. Voilà, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas tout faire, tout réaliser en même temps. Donc vous voyez, c'est une succession de choses qui pourraient faire l'objet d'un programme si tant est que l'aventure se poursuit. D'accord. C'est juste un exemple comme ça, il y en a d'autres. Alors, hier, le Premier ministre a justement beaucoup parlé aux maires ainsi qu'aux présidents de région, aux présidents de département. On ressent un peu comme une grogne des élus de territoire face à un gouvernement qui pense qu'il n'écoute pas assez ses élus. Est-ce que vous ressentez ce problème-là? Est-ce que vous êtes assez écouté par l'État, par le gouvernement? Alors oui et non. Il y a des sujets sur lesquels on doit s'entendre. Des sujets sur lesquels on est assez imbriqués les uns et les autres, en particulier avec la province sud, parce qu'il y a quand même les contrats avec l'État où la province est quand même un des financeurs, donc on est obligé de se parler, on est obligé de faire un bout de chemin ensemble sur la réalisation d'un certain nombre de projets. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai une revendication à faire, c'est que les communes, c'est un peu ce qui se passe avec la métropole, les communes, elles n'ont plus autant de ressources qu'avant. Et c'est le problème de Nouméa, mais c'est aussi le problème de Nouméa, c'est le problème du Mont d'Or, c'est le problème de l'ensemble des communes. Et aujourd'hui, eh bien, la Nouvelle-Calédonie, elle est dans une situation économique qui n'est pas brillante. Et l'impôt, le rendement de l'impôt n'est pas au rendez-vous. Et la commune de Nouméa, par exemple, elle perd chaque année, depuis 2014 que je suis maire, elle perd environ 600 millions pacifiques par an. Au moment où je vous parle, c'est presque 3 milliards en moins. Donc vous voyez, il faut faire des investissements, il faut améliorer la ville et avec de moins en moins de ressources. Donc c'est assez compliqué pour les communes aujourd'hui. Donc peut-être qu'elles ne sont pas toujours écoutées, certes, mais en tout cas c'est surtout les finances qui pêchent. D'accord. D'accord. Alors, en Nouvelle-Calédonie, vous avez été la première élue à soutenir Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an et demi de mandature. Est-ce que vous êtes toujours satisfait par l'action du président de la République? Oui, je suis satisfaite et tous les jours, je me dis qu'il faut soutenir encore et encore plus ce président qui est courageux, audacieux. On a besoin de lui pour réformer la France. Qu'est-ce que disait le Premier ministre hier soir dans son interview à la télévision? Il disait « ça fait 40 ans que le désordre est en France, alors il est temps de mettre de l'ordre ». J'ai trouvé que la formule était appropriée. Et donc on a affaire aujourd'hui à des gens qui ont envie de mettre de l'ordre, ils ont envie de réformer, ils ont cette volonté.
pas seulement une envie, ils ont cette volonté de réformer. Ça ne se fait pas comme ça, tout de suite. Ça fait grincer des dents, il y a un certain nombre de mesures. Mais je crois qu'il était temps de le faire. Et je continuerai à soutenir ce président parce qu'il est brillant, parce qu'il est d'une intelligence hors norme et qu'il a cette volonté de réformer la France pour que ce soit mieux demain. On ne peut pas continuer comme ça. Chacun l'a bien compris, mais il y a des choses qui semblent totalement acquises aujourd'hui pour un certain nombre de Français, pour un certain nombre de syndicats aussi. Mais ça ne peut pas être comme ça ad vitam aeternam, c'est pas possible. Donc oui pour les réformes et oui au soutien à ce président. D'accord, alors il est venu en Nouvelle-Calédonie en mai. Il y a eu une bonne appréciation générale de sa venue. D'ailleurs, beaucoup de jeunes de Calédonie Ensemble ont rejoint La République En Marche. Comment est-ce que se structure localement le parti? Alors il se structure par des comités. Il se structure par des comités. Bien évidemment, puisque tout le monde a la possibilité de pouvoir faire un comité de soutien, plus on sera nombreux. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que quand le président est arrivé, il n'était pas sur une terre macronienne. Donc moi j'ai été la seule élue à soutenir ce président avant le premier tour, la seule élue politique du territoire, il n'y en a pas eu d'autres. Alors que ensuite le président soit venu avec l'adresse qui est la sienne, l'habileté qui est la sienne, il a su convaincre et il a su avoir un discours qui a été extrêmement porteur, alors c'est tant mieux. S'il y a des volontés qui se sont dévoilées dans un deuxième temps suite à son passage, moi j'applaudis dès demain et je me dis que plus on soutiendra ce président et mieux ce sera. Donc tout le monde est bienvenu. D'accord, il y a beaucoup d'hommes politiques, notamment de droite républicaine, je pense au LR, notamment Laurent Wauquiez, oui, a reproché au président de ne pas s'être positionné explicitement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense que le président, il est dans son rôle. Il n'avait pas à venir en Nouvelle-Calédonie. Il a ce droit de réserve parce qu'il est le président de tous les Français. Et si on va par là, il est aussi le président, pour l'instant, de tous les Français, mais de tous les Français d'outre-mer, y compris les indépendantistes. Aujourd'hui, c'est encore la France là-bas. Donc, pourquoi le président de la République aurait pris une position aussi ferme pour dire « je veux que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France ». Il n'avait pas à faire ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais il a été suffisamment intelligent et adroit pour faire passer, au travers des mots dans son discours, que quelque part, il souhaitait quand même que la France, parce que la France est un élément de stabilité dans cette région. Voilà. Et il a choisi des exemples, juste en citer un, qui a dit de faire attention à l'hégémonie chinoise dans cette partie du monde. Et ça, c'est une véritable crainte aujourd'hui pour quelqu'un comme moi. Quand on sait qu'ils sont extrêmement présents au Vanuatu, qu'ils sont présents au Fidji, etc., et qui nous regardent sans doute avec un certain appétit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et la France n'a pas amené que du malheur en Nouvelle-Calédonie, c'est bien tout le contraire. Et donc, il faut bien réfléchir. Ce sont des messages forts qui ont été passés, dont on avait peut-être certains pas véritablement pris conscience. Mais en tout cas, c'est la France, dans cette partie du monde, est un enjeu. Les Australiens et les Néo-Zélandais en sont véritablement conscients aujourd'hui. Et quand vous les interrogez à travers les consulats, ils vous disent qu'il faut que la France reste dans cette partie du monde, bien sûr. Alors, Madame la maire, voulez-vous, oui ou non, que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Eh bien, la réponse est non. Je dis non 2 fois, 3 fois. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est de se poser la question. Demain, la Nouvelle-Calédonie sera indépendante. Jean-Marie Tjibaou avait réfléchi à la question et avait dit mais il n'y a plus d'indépendance aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'il est mort maintenant. Il n'y a plus d'indépendance, il n'y a que des interdépendances. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait parce que est-ce qu'on serait
indépendant demain et dépendant de la Chine par exemple, je pense qu'il vaut mieux rester avec la France. Et puis il y a des questions essentielles. Dans le programme qui nous est donné par les indépendantistes aujourd'hui, il y a autant de questions qui restent assez nébuleuses, en tout cas les réponses ne sont pas là. C'est quid de l'école, quid des acquis sociaux, etc. Est-ce que tout ça demain sera toujours comme c'est aujourd'hui? Eh bien, on n'est pas tout à fait capable de répondre à cette question. Et puis économiquement, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est fiable avec son nickel? Viable? La réponse est non. La crise du nickel est passée par là et donc ça a fait tomber les mythes. Et que la France est là, par contre, elle est présente. Et elle ne nous amène que du bon. Et certainement pas du mauvais. Et appartenir à la France, qui est une grande nation, et appartenir aussi en même temps à l'Europe, je crois que ça ne nous apporte que du bien et certainement pas du malheur. Donc voilà, pour moi la réponse, ça sera un non à l'indépendance. Super, merci beaucoup Madame la maire. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci.